Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chacune, chacun. Je voudrais vous présenter aujourd'hui mon nouveau livre, mon nouveau petit livre que j'ai consacré à la question du revenu universel. Le revenu universel, c'est l'idée d'un revenu de base qui permettrait, sans aucune contrepartie, c'est-à-dire sans obligation de travailler, donc ce revenu ne serait pas un salaire versé en contrepartie d'un travail, qui permettrait donc à chacun de mener une vie décente et de subvenir décemment à ses besoins. J'ai écrit ce petit livre sur le revenu universel que j'ai appelé « Libérons-nous », libérons-nous des chaînes du travail et de la consommation, pour un certain nombre de raisons que je voudrais vous expliquer. La première raison est que, vous le savez peut-être déjà, depuis un certain nombre d'années, je travaille sur la question de la fraternité, sur la question du vivre ensemble, sur la question plus générale des liens et de la qualité de tous nos liens vitaux, de tous nos liens nourriciers, de tous les liens qui nous permettent d'être véritablement humains et même de cultiver notre humanité. Le lien à l'autre, la qualité du lien à l'autre, la qualité du lien à soi et la qualité du lien à la nature, la qualité du lien au vivant en général. Cette réflexion sur les liens m'a amené à comprendre que la crise de société, la crise de civilisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est justement une crise des liens, c'est-à-dire que tous ces liens sont trop déchirés, tous ces liens sont trop en souffrance. Le lien à soi est en souffrance, souvent, le lien à l'autre est en souffrance, souvent, le lien à la nature est en souffrance, on le sait à travers la crise écologique, etc., etc. Bon. Lorsqu'on pose la question de la responsabilité de cette déchirure des liens, et lorsqu'on s'interroge sur cette nécessité, sur cette responsabilité que nous avons tous ensemble aujourd'hui de réparer le tissu déchiré du monde, eh bien, on tombe sur quelque chose qui est l'état de dégénérescence de notre système économique, l'état de dégénérescence de notre système capitaliste. C'est lui qui est responsable, en très grande partie, de la déchirure de nos liens. Pourquoi ? Eh bien, parce que, je parle là notamment du lien à l'autre, ce système économique nous conditionne, nous contraint, au jour le jour, et tout au long de nos existences, à penser d'abord à nous-mêmes de façon égoïste ou individualiste. C'est un système qui instaure entre nous une compétition généralisée, une concurrence généralisée, et il est extrêmement difficile d'échapper à la loi de ce système économique, qui est devenu un système de société tout entier, et cette loi, c'est « tu penseras d'abord à toi-même ». Bon. Et ce système capitaliste, quand on y pense, nous retient d'abord prisonniers par le travail. Toute ta vie dépendra de l'argent que tu gagneras dans nos entreprises, et toute ta vie dépendra de l'argent que tu dépenseras dans nos magasins. Ce système capitaliste nous enferme dans ce type de cercle vicieux, travailler plus, pour gagner plus, pour dépenser plus, pour consommer plus. C'est ce que j'ai appelé dans le livre la double chaîne du travail et de la consommation. Il y a là un cercle vicieux dont il s'agit absolument de trouver un moyen de s'émanciper dans nos sociétés si nous voulons retrouver un peu de maîtrise sur nos existences. Voilà une première raison pour laquelle j'ai écrit sur le revenu universel. Parce qu'aujourd'hui, le travail, notre travail, le travail qui devrait être une joie, qui devrait être pour chacun d'entre nous la perspective de donner du sens à sa vie, de se sentir utile, de trouver un accomplissement véritable de ce que l'on est profondément, eh bien trop souvent le travail, tel qu'il est conditionné par le système capitaliste, est un enfermement, est une frustration, est une souffrance, à condition même qu'on ait un travail. Parce que la crise du travail aujourd'hui, c'est non seulement, je dirais, cet enchaînement au système économique, mais la crise du travail, c'est aussi le chômage, c'est aussi la fabrication par nos sociétés de travailleurs pauvres, c'est-à-dire de gens qui ne gagnent presque rien avec leur travail, c'est la fabrication également à d'autres endroits de la planète, parce que le problème du capitalisme, évidemment, aujourd'hui est mondial, la fabrication dans de trop nombreux endroits sur la planète, d'une véritable exploitation de l'homme par l'homme et de véritables formes d'esclavage contemporain
etc., etc. Première raison pour laquelle j'écris sur le revenu universel, sortir de cette soumission à un travail contraint par un système capitaliste qui ne s'intéresse pas à l'intérêt des individus, à l'épanouissement ou à l'accomplissement des individus, mais qui ne les fait travailler que pour augmenter un profit qui va se trouver toujours plus accumulé dans les poches ou dans les comptes en banque de quelques-uns. Première raison. Deuxième raison pour laquelle j'écris sur le revenu universel, c'est une réflexion large sur l'état de développement ou le stade, le seuil de développement de notre humanité aujourd'hui. Il y a quelque chose qui, de manière sans précédent, nous arrive. Et ce qui nous arrive, c'est une capacité, le développement d'une capacité technologique, industrielle, à produire de la richesse absolument sans équivalent dans l'histoire de notre humanité. Jamais notre humanité n'a été capable de produire de la richesse à une telle hauteur, avec une telle quantité, et, ce qui est important, ce qui nous intéresse directement pour le travail, avec aussi peu de travail humain. Pourquoi avec aussi peu de travail humain ? Parce que de plus en plus, pour produire cette richesse, les machines nous remplacent. Et pas n'importe quelle machine, pas seulement des machines automatiques capables d'effectuer un certain nombre de tâches standards et de nous remplacer pour des formes de travail assez élémentaires. Non, des machines qui de plus en plus sont dotées de programmes complexes et des machines qui demain seront dotées d'une véritable intelligence artificielle qui va les rendre capables d'effectuer à notre place les tâches les plus complexes qui soient. Nous allons donc arriver, et c'est imminent, nous allons donc arriver dans un monde où nous allons être remplacés de plus en plus, où le travail humain va être remplacé de plus en plus par le travail de la machine, des tâches les plus complexes jusqu'aux tâches les plus simples et les moins intéressantes. Bon, qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous faire, nous les êtres humains, dans des sociétés où notre travail sera de moins en moins sollicité ? C'est la raison pour laquelle, déjà, depuis un siècle au moins, il y a une réduction inexorable du temps de travail. Bon. Et à partir de ces deux raisons, première raison, il y a une crise du travail dans un monde qui est soumis à la loi capitaliste, et deuxième raison, en plus donc de ce travail qui est un travail, je dirais, contraint, conditionné par la loi économique du capitalisme, deuxième raison, nous allons vers des sociétés où le travail est de moins en moins nécessaire. Eh bien, ces deux raisons m'ont conduit à imaginer une société dans laquelle nous travaillerions beaucoup moins. Et il est évident que cette société dans laquelle nous travaillerions beaucoup moins, ce n'est pas une utopie chimérique. Ce n'est plus une utopie chimérique, c'est-à-dire ce n'est plus un doux rêve, quelque chose de complètement irréaliste. Hein. C'est quelque chose qui, au contraire, comme je viens de le dire, va être rendu possible et devrait déjà être rendu possible par le stade de développement que notre humanité a acquis. Bon. Dans ces conditions, la grande question, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la grande question, c'est si nous instituions le revenu universel, que ferions-nous de notre temps ? Que ferions-nous du temps libéré, c'est-à-dire de tout ce temps que nous ne passons plus à travailler, mais que nous pouvons occuper à autre chose ? Nous retrouverions des vies, des existences beaucoup plus équilibrées. Je le dis comme Hannah Arendt, la grande philosophe Hannah Arendt au XXe siècle, qui disait que un des grands problèmes de la modernité, et nous sommes toujours prisonniers de ce problème, c'est d'avoir déséquilibré la vie de l'être humain, la vie sociale de l'être humain, qui devrait être équitablement partagée entre le travail, la politique et la culture. C'est-à-dire que, selon elle, cette vie devrait être équilibrée entre un temps passé à travailler, c'est-à-dire à participer à l'activité productrice de richesse, un temps passé à la politique, c'est-à-dire à une véritable activité citoyenne, à une véritable responsabilité citoyenne, alors qu'aujourd'hui, eh bien, ce temps passé à être des citoyens, il est misérable, il est très médiocre. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes que des citoyens occasionnels,
qui sont sollicités de loin en loin par le pouvoir politique pour aller voter. On est très très loin d'une véritable démocratie participative. Bon. Donc il s'agirait, grâce au revenu universel, grâce au temps libéré, d'équilibrer le temps entre le travail et la politique. Et puis, la troisième dimension de la vie sociale, telle que Hannah Arendt l'a décrit. Et cette troisième dimension, c'est ce qu'elle appelle de manière un peu générale la culture. Donc travail, politique et culture. Qu'est-ce que c'est que la culture ? Eh bien la culture, c'est d'abord, c'est pas seulement le fait d'aller de temps en temps dans un musée ou voir une exposition ou assister à un concert. La culture, c'est le travail sur soi, la culture de soi, la possibilité de cultiver son âme, cultiver son jardin, comme le disait Voltaire, son jardin intérieur, c'est-à-dire s'occuper de donner du sens à sa vie, s'occuper de mettre en correspondance ce que l'on est profondément avec ce que l'on fait dans son existence. Voilà ce que c'est que la culture. La culture, c'est avant tout la mise en culture de notre singularité, de ce que l'on porte en soi de plus singulier, de plus profond, de plus authentique, et la tentative pour essayer d'exprimer dans sa vie, en général, ce que l'on est. Donc d'incarner, de mettre en, je dirais, d'exprimer, comme je viens de le dire, dans son existence, ce que l'on porte en soi de plus précieux et de plus authentique et de plus unique, etc. Bon. Donc voilà déjà, je dirais, une première réflexion que je propose dans le livre, à partir d'Hannah Arendt, sur ce que nous pourrions faire du temps libéré par le revenu universel. Nous pourrions avoir des existences, je dirais, peut-être non seulement plus équilibrées, mais plus intelligentes. Hein. Nous ne passerions pas tout notre temps, ou le plus clair de notre temps à travailler, mais à la place de ce métro boulot dodo, il y aurait quelque chose qui serait beaucoup plus équilibré. Et puis, deuxième réflexion sur ce que nous ferions du temps libéré, je cite par exemple le grand économiste des années 30, John Maynard Keynes. John Maynard Keynes avait prévu cette évolution de civilisation dès les années 30, c'est-à-dire il y a plus de 80 ans. Il avait prévu qu'arriverait un temps où les êtres humains auraient beaucoup moins besoin de travailler. Mais disait-il, alors ce sera le risque d'une dépression nerveuse généralisée. C'est comme ça qu'il exprime les choses. Pourquoi ? Parce que, dit-il, le vieil Adam, c'est-à-dire le vieil être humain, habitué à gagner son pain à la sueur de son front, habitué à voir ses journées et ses années et sa vie entière rythmée par le travail, va se trouver face à un vertige de liberté, à un immense champ de temps libre qu'il risque de ne pas savoir occuper, qu'il risque de ne pas savoir investir. J'ai discuté avec cette anticipation de John Maynard Keynes. Est-ce que véritablement l'être humain va être complètement désemparé par cette liberté du revenu universel, par cette liberté du temps libéré ? Peut-être que j'ai davantage confiance dans la nature humaine. Je pense qu'en effet, nous risquons d'être un peu désemparés, mais je crois aussi qu'il va y avoir là une formidable libération, une formidable stimulation des énergies, des envies d'entreprendre, de l'audace, de la prise de risque, de l'envie de créer, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où la plupart d'entre nous travaillent, mais sans s'investir pleinement dans ce qu'ils font. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent pour gagner leur vie, ils travaillent pour payer leurs crédits, pour payer leurs impôts, pour faire face à toutes leurs dépenses, parce que la vie est chère, mais sans avoir cette opportunité de véritablement libérer leur énergie profonde dans ce qu'ils font. Parce que ce métier n'est pas en correspondance, en adéquation profonde avec ce qu'ils sont. Et puis il y a tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un travail, qui se retrouvent au chômage. Et alors là, véritablement, pour l'individu, c'est une expérience qui est extrêmement difficile et dans laquelle, évidemment, parce qu'on est à ce moment-là dans une difficulté économique qui est vraiment très grande, très douloureuse, on est très loin de pouvoir s'offrir le luxe de penser à faire ce que l'on aime, à faire ce que l'on a envie de faire. Donc que l'on se retrouve dans une situation ou dans une autre, on est aujourd'hui dans une société qui offre trop peu souvent à l'individu l'opportunité véritablement de s'exprimer
dans ce qu'il fait. Alors il y a bien sûr, d'ores et déjà, aujourd'hui, certains et certaines parmi nous, des individus qui ont cette opportunité, c'est-à-dire qui, si je le dis de la façon la plus simple, qui s'éclatent dans leur travail, hein, c'est-à-dire qui font vraiment quelque chose qui leur correspond. Mais trop souvent, le travail est synonyme d'une grande frustration, quand il n'est pas synonyme de souffrance, mais d'une grande frustration. Bon. Et puis, encore une fois, il y a le problème de tous ceux qui n'ont pas de travail. Eh bien, par rapport à cela, imaginez avec moi, c'est un exercice d'imagination créatrice, imaginez, et concrète en même temps, imaginez avec moi l'alternative qui serait offerte par le fait de toucher un revenu de base, c'est-à-dire un revenu décent, qui libérerait l'individu du souci économique, qui mettrait l'individu dans une situation de sécurité économique. Je ne crois pas, contrairement à John Maynard Keynes, que ce serait une dépression nerveuse généralisée. Je crois qu'au contraire, il y aurait là une formidable stimulation, comme je l'ai dit, pour l'imagination, pour la créativité, pour l'envie d'entreprendre, de conduire des projets personnels, vous voyez, parce que, eh bien, l'individu aurait à la fois devant lui l'argent qui lui permet de vivre correctement et le temps nécessaire pour se lancer dans une activité qui correspond vraiment, cette fois-ci, à ce qui lui convient, à ce qui lui correspond. Souvenez-vous, pendant la dernière élection présidentielle, cette question du revenu universel est arrivée dans le débat. Mais elle est arrivée dans le débat pour être aussitôt évacuée. En effet, comme toujours, la raison économique l'a emporté. On s'est posé la question de savoir combien ça coûte. Mais alors cette question est traitée aujourd'hui par un certain nombre d'économistes qui ont étudié la faisabilité du revenu universel. Donc à cet égard non plus, ce n'est pas une utopie chimérique. Bon. Mais en réalité, cette question économique, combien ça coûte, n'est pas la seule par rapport à ce que je viens d'évoquer. Une autre question est combien ça rapporte. Et imaginez ce que cela rapporterait une société dans laquelle se trouvent ainsi libérées des énergies qui aujourd'hui ne peuvent pas s'exprimer. Ce serait, je dirais, la formidable contribution écologique du revenu universel, la contribution écologique, c'est-à-dire la contribution du revenu universel à la transition énergétique, parce que, eh bien, on libérerait dans la société des énergies d'entreprendre qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de s'exprimer, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Soit toi, l'individu, tu prends n'importe quel job, n'importe quel métier pour pouvoir payer tout ce que tu as à payer, soit tu te retrouves dans la précarité. Donc, je propose dans ce livre un exercice d'imagination. Et je dis une chose qui me paraît particulièrement importante, qui est que les nouvelles générations qui arrivent sont prêtes pour le revenu universel. Pourquoi est-ce qu'elles sont prêtes pour le revenu universel ? Parce que ces nouvelles générations ont un rapport au travail qui est complètement différent de celui des générations précédentes. Ce sont des générations qui sont indociles. Ce sont des générations qui sont rebelles. C'est-à-dire, alors vous allez me dire toute jeunesse est rebelle. Oui, mais ce sont des générations rebelles parce qu'elles ne veulent pas entendre parler d'un travail qui ne leur correspond pas. Elles ne veulent pas entendre parler d'un travail qui permettrait simplement de gagner sa croûte. Elles veulent du travail, elles veulent un travail qui a du sens, un travail qui donne à la vie, à leur vie, non seulement du sens, mais de l'intensité, qui leur permet de se sentir utile. Regardez par exemple, du côté de ces nouvelles générations, le succès de l'économie sociale et solidaire. Il y a quelque chose là qui est tout à fait symptomatique, qui est tout à fait révélateur. Ces jeunes générations ne veulent pas sacrifier leur quête de sens, leur besoin de sens à n'importe quelle forme de travail. Et donc, qu'est-ce qui se passe du côté de ces nouvelles générations ? Eh bien, demain, elles ne s'engageront dans telle entreprise ou dans telle administration qui leur offre du travail qu'à la condition de trouver ce sens, qu'à la condition d'avoir cette opportunité. Et nécessairement, ces nouvelles générations, comme je le dis, sont prêtes pour le revenu universel parce qu'elles voudront exprimer ce besoin de sens et ce besoin de se sentir utile, etc.,
peut-être par un travail qui leur procurera tout cela, mais également de la façon la plus libre, de la façon la plus personnelle, dans une activité auto-créée. Dans une activité auto-créée, c'est-à-dire une activité que rendra possible, disons-le au futur, le revenu universel, c'est-à-dire cette possibilité, encore une fois, de toucher un revenu décent indépendamment de l'engagement dans un travail. Donc j'invite notre société à réfléchir à ce temps libéré parce que nous y sommes. C'est-à-dire que la crise du travail dans nos sociétés est si profonde que nous ne pouvons plus trouver des solutions à la crise du travail à l'intérieur du système et de l'organisation du travail tels qu'ils existent actuellement. Nous sommes donc conviés à faire tous ensemble un effort d'intelligence collective, d'imagination créatrice pour inventer autre chose. Et de ce point de vue-là, la question qui se pose, qui va se poser est qu'allons-nous faire d'intelligent de cette possibilité, qu'allons-nous faire d'intelligent de ce revenu universel, qu'allons-nous faire d'intelligent, c'est-à-dire ce qui nous correspond vraiment, si vous voulez, de ce temps libéré. La question était posée, je l'ai cité tout à l'heure, par John Maynard Keynes, avec un esprit d'anticipation absolument extraordinaire. Voilà ce que disait John Maynard Keynes. Et je terminerai par cette petite citation, et puis par une autre aussi, qui nous indique bien l'effort d'imagination créatrice que nous avons à faire aujourd'hui. Pour la première fois depuis sa création, dit John Maynard Keynes, l'homme sera confronté à son vrai problème permanent. Que faire de sa liberté arrachée à l'urgence économique ? Comment occuper nos loisirs gagnés pour mener une vie judicieuse, agréable et bonne ? Ce qui va se poser de plus en plus à nous, c'est la question de ce que les Grecs appelaient, Aristote en tête, le zein, c'est-à-dire la vie bonne. Comment, moi, l'être humain, je peux espérer mener une vie bonne, c'est-à-dire une vie juste, une vie qui me procure le sentiment qu'elle est digne d'être vécue, que je la mets au service de ce qui me tient véritablement à cœur, que je la mets au service de mes idéaux, que je la mets au service de mes valeurs, que je la mets au service de mes convictions profondes. Regardez à quel point aujourd'hui, cette question est un luxe. Cette question est un luxe à cause justement de la contrainte d'un travail obligatoire. Cette question est réservée pour des parenthèses enchantées, des moments que je prends pour moi-même le week-end ou en vacances pour réfléchir un petit peu, faire un peu le point sur ma vie. Eh bien, il y a quelque chose là qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est-à-dire que moi, l'être humain, je dois pouvoir revendiquer de réfléchir bien davantage à la vie bonne, bien davantage à qui je suis, à ce que je veux faire de ma vie en fonction de cette question « qui suis-je » ? Bon, eh bien, l'opportunité qui nous est donnée par le revenu universel, c'est l'opportunité justement de consacrer beaucoup plus de temps à ce questionnement sur soi qui n'est pas un questionnement solitaire. J'imagine dans le livre que nous réfléchissons tous ensemble, que demain dans la société du revenu universel et du temps libéré, nous réfléchirons tous ensemble, nous nous aiderons mutuellement à réfléchir à ce que nous voulons faire de nos vies pour qu'elles aient davantage de sens. Et c'est ce que dit également un second auteur que je cite dans le livre, un spécialiste du revenu universel, un Allemand qui s'appelait Peter Glotz. En 1987, il écrivait la chose suivante. La chance historique qui nous est ici offerte ne s'est encore jamais présentée à l'humanité. Faire en sorte que le temps dont chacun dispose pour sa quête du sens soit plus important que le temps dont il a besoin pour son travail, ses récréations, c'est-à-dire ses loisirs, et son repos. Voilà. Donnons-nous, personnellement, collectivement, les moyens d'entrer dans une nouvelle société, une société plus désirable que la société d'aujourd'hui, où, enfin, notre développement technologique a un sens. Ce développement technologique réduit le temps du travail humain. Qu'est-ce que nous allons faire à la place du travail ? Nous allons simplement consommer davantage ? Non. Nous sommes humains, nous avons davantage d'exigences que cela, donc donnons-nous les moyens de réfléchir à ce que nous pourrions faire d'intelligent de notre temps libéré
peut-être que, comme le disait le philosophe grec Plotin, nous allons avoir, c'est ce qu'on peut espérer, c'est ce que je souhaite, c'est ce que j'appelle à construire dans ce livre, nous allons avoir davantage de temps pour sculpter la statue de notre âme. Il ne s'agit pas de tomber en idolâtrie de soi-même, mais sculpter la statue de son âme, c'est cultiver notre intériorité, cultiver notre humanité, cultiver notre spiritualité, de telle sorte que chacun d'entre nous devienne peut-être un meilleur être humain. Voilà. J'ai voulu montrer dans le livre que cette question du revenu universel, ce n'est pas seulement combien ça coûte, c'est une question qui nous sollicite du côté d'un changement de société, d'une transformation du monde, qui, je dirais, serait une façon d'actualiser notre vie sociale, les conditions de notre vie sociale, au stade de développement que nous avons acquis. Les machines nous remplacent déjà beaucoup, nous avons une énorme capacité à produire de la richesse. Est-ce que cela a encore du sens que notre vie sociale soit passée, pour le plus clair de son temps, au travail, alors même que souvent ce travail ne nous correspond pas? Il y aurait la possibilité d'équilibrer notre vie entre un travail qui nous correspond davantage et toute autre chose, la politique, la culture, le travail sur soi, etc., etc. Je n'imagine pas du tout que si demain le revenu universel était institué, ce serait la fin du travail, un exode généralisé hors du monde du travail. Non, nous continuerions probablement à travailler un peu. John Maynard Keynes dit 3 heures par jour, 2 ou 3 heures par jour. Nous continuerions à travailler un peu, mais délivrés de la contrainte économique, et nous aurions enfin du temps pour nous consacrer à notre humanité.